라조다 홍마데야 아주지 잘람균이 신신나겐게 파즈와 긴두기데 쯤바도 주문한 버서다 다는 신기지 러주게의 신예 Tout d'abord, à tous ceux qui suivent ces enseignements en ligne, les vénérables communautés monastiques, nonnes et moines, ainsi que les érudits, experts en moyens habiles que sont les grands maîtres, ainsi que tous ceux qui suivent les enseignements du Bouddha. À vous tous, j'adresse mes salutations empreintes de souhaits de bon augure. Aujourd'hui, donc nous continuons l'enseignement de la fois précédente. Alors, où est-ce qu'on en était? Donc, sur le plan qui était présenté la fois d'avant, donc on peut voir 3 points. Le point marqué 3 porte sur les travaux de l'expert japonais. Le 4e point sur l'expert coréen. Et le dernier a un bilan, pour résumer. Le point 3, on l'a déjà abordé, c'était le sujet de la session d'avant. Aujourd'hui, nous abordons les travaux de Li Jiarong portant sur donc les causes de la première de la division initiale de la communauté monastique. Alors, Li Jiarong a fait des travaux de recherche. Donc c'est une experte bouddhiste coréenne. Et en 1998, elle a publié des travaux intitulés Une reconsidération des causes de la division initiale de la communauté monastique bouddhiste. Et elle a mis en lumière des points de vue très éclairants, si bien que beaucoup de chercheurs par la suite se sont intéressés à ces travaux et ont souvent cité ces travaux. Alors, donc Yi Jiarong, cette experte coréenne bouddhiste, donc, en résumé, voilà ses travaux. Donc, le point principal, c'est que l'origine de la division de la communauté monastique, c'est celle qui se fait en deux et qui va distinguer l'école des Saviravada et l'école des Mahasanghika. Mais donc, ceci dit, pour quelles raisons cette division est apparue et les particularités. Donc, lorsqu'on a lu ces points-là, dans les grandes lignes, on peut dire que ces deux écoles ont des différences qui font que est apparue ces divisions. Les Saviravada, notamment, sont considérés comme étant plus conservateurs, alors que les Mahasanghika étant plus libéral, plus libre, plus relâché. Et notamment, donc, elle affirme cela en s'appuyant sur notamment des travaux des sutras, des questions de Shariputra dans l'école Mahasanghika. Alors, elle dit, les
dans les Mahasandika, dans leur façon de présenter les sutras des questions de Shariputra, elle note que l'école Mahasandika, elle rejette l'idée comme quoi l'autre école, les Staviravada, rajoute des préceptes dans la conduite monastique, qui rajoute des règles dans le Vinaya. Et par conséquent, les Mahasandika, par cette objection, montrent qu'elles sont plus dans le sens de vouloir préserver le Vinaya tel qu'il était à l'origine, anciennement. De ce point de vue-là, on peut affirmer, donc c'est ce qu'elle affirme, que les Mahasandika sont plus conservateurs que les Staviravada, qui eux ont qui ont le souci de vouloir rajouter des règles dans le Vinaya. Dans les grandes lignes, ce qui apparaît de ces travaux, c'est que l'école des Mahasandika sont plus attachés à préserver le Vinaya tel qu'il était à l'origine, alors que les Staviravada sont plus dans l'évolution de Vinaya. Et elle s'appuie également sur les travaux de Barreau, où des travaux que Barreau avait fait quelques années avant, en mentionnant que la différence de l'environnement entre l'Est et l'Ouest avait une grande influence sur les particularités de chaque école. Alors, pour clarifier ça, les régions de l'Est, comme Vaishali, étaient très prospères. Par conséquent, les communautés monastiques vivaient dans un certain confort, alors qu'à l'opposé, dans les régions de l'Ouest, comme Mathura, étaient plus pauvres. Et donc, ça impliquait que la communauté monastique dans les régions de l'Ouest était plus stricte par rapport à préserver le Vinaya, la discipline monastique. Et notamment par souci de pouvoir être, on va dire, à la hauteur ou compétitif par rapport aux autres courants spirituels que sont les Jains, les ascètes hindous. Les moines bouddhistes de la région de l'Ouest devaient gagner le respect de la population, plus que ceux de l'Est. Et notamment, en exemple, cette chercheuse coréenne, elle cite le fait que sont évoqués les préceptes appelés les entraînements du Dharma, donc en bref, c'était des entraînements du Dharma qui régissaient les règles par rapport à la conduite quotidienne des moines, notamment par rapport au contact qu'ils devaient avoir avec la population. Et en regardant cela, donc les moines de la région de l'Ouest, donc au travers de ces entraînements du Dharma, ces préceptes d'entraînement mettent en lumière notamment comment s'habiller, souligne le soin de l'habillement, de la façon de tenir le bol d'aumône,
Donc c'est beaucoup de règles qui portent sur la conduite apparente. Et donc cette chercheuse coréenne, Lee Jae-rong, donc, donc pour être plus clair, je vais vous montrer un tableau, ça sera plus clair. Donc là, ce sont les entraînements. Par exemple, dans le Vinaya du Masangika, concernant on compte ce type d'entraînement 66. Alors dans le Vinaya des Savaivada, c'est entre 97 et 107, telles que les 4 sections du Vinaya, les 10 sections, etc. Donc en regardant ces différents, les 4 sections du Vinaya, les 10 sections du Vinaya, le Mula Sarvastivada Vinaya, etc. On se retrouve entre 99 et 107 entraînements. Donc dans le détail, c'est le tableau que vous voyez. Suivant les sources, il y a 66 préceptes, 6 entraînements, 67. Alors donc dans une des lignes, vous voyez le chiffre 108 avec entre parenthèses 112. Donc là, c'est suivant les. Donc donc en bref, donc tout ce qui est cité en fait, ce sont les différents sections de Vinaya et à côté le nombre de préceptes qui est décrit. Et donc là, entre 108 et 112, le 112 entre parenthèses, c'est vraiment donc dans la traduction tibétaine, donc on dénombre 112 plutôt que 108. Et les cas, elle vient des règles partant sur le bol d'aumône. Et en bref, donc lorsqu'on regarde les préceptes où il y a le moins de préceptes, bref, on voit que par le nombre de ces préceptes, on remarque lesquels on voit en fait ça conforme de cette idée de cette chercheuse, comme quoi donc il y a donc d'un côté une école qui se soucie de préserver le Vinaya et l'autre qui rajoute. Donc en fait dans les grandes lignes les deux sont soucieuses de préserver le Vinaya, mais celle des régions de l'Ouest, elles rajoutent, il y a plus de détails, plus de préceptes, ça rentre plus dans les détails, notamment donc sur la conduite extérieure, par exemple le port de la robe monastique, les bols d'aumône, etc. Et donc il est possible donc en raison de ces différences liées à la façon dont le bouddhisme s'est développé dans les différentes régions, compte tenu donc du contexte régional, eh bien les coutumes et les particularités de chaque région ont pris un point fort, si bien que on est arrivé à un point où la division devenait inévitable. Les communautés des régions de l'Ouest en fait rendaient les règles du Vinaya plus strictes pour des événements et les entraînements plus austères, alors que les communautés de l'Est, eux, étaient plus pour préserver les traditions intactes. Et donc concernant donc c'est la base de la conduite monastique, le Vinaya,
ces différences de point de vue ont fini par amener la division. Et Li Zhang, c'est cette chercheuse coréenne, donc son opinion par rapport à ses recherches, c'est donc une opinion forte qu'elle émet, elle dit que ce n'est pas juste de dire que simplement les Mahasangika étaient plus libérales ou plus relax par rapport aux règles, parce que en fait, par rapport à ces travaux-là, ce qui est mis en lumière, c'est que les Mahasangika avaient souci de préserver le Vinaya intact, sans rajouter des règles supplémentaires qui rendaient plus rigides ou plus austères les règles de base. Et de ce point de vue-là, il est tout à fait justifié de ce point de vue-là de dire que les Mahasangika sont finalement plus conservateurs que les Sthavarivada. Alors que globalement, on avait dans les grands, plutôt l'opinion opposée. Donc, principalement, les moines de l'Ouest, pour gagner le respect de la population, naturellement, étaient plus rigoureux dans la conduite monastique, dans leur comportement, alors qu'à l'opposé, dans les régions, les moines de l'Est avaient une vie plus prospère. Et donc, il n'avait aucune raison de rajouter des règles par rapport au Vinaya ancien. Et donc, ce qui est mis en lumière ici, c'est que simplement lié à l'environnement extérieur, les différences de comportement dans la discipline monastique sont apparues, au point que cela crée la division. Et voilà, comme on vient de le dire, cette chercheuse, Li Zhangjiang, un point, enfin un point révolutionnaire, un point important qu'elle a mis en lumière, c'est que alors qu'auparavant on avait vraiment ce préjugé ou cette impression que les Sthavarivada étaient plus conservateurs que les Mahasangika, étaient plus libéraux, plus laxistes. Mais lorsque l'on regarde ces travaux, ce qui est mis en lumière, c'est que ce n'est pas aussi... c'est un peu grossier comme point de vue. Là, ce qui est mis en lumière, c'est que les moines Mahasangika avaient le souci de préserver le Vinaya intact, tel qu'il a été préservé depuis l'origine. Contrairement aux Stharavivada qui avait cette tendance de rajouter des règles pour rendre le Vinaya un peu plus austère dans les détails. Donc voilà dans les grandes lignes les travaux de cette chercheuse. Conclusion et synthèse. Donc la partie suivante, c'est conclusion et synthèse. Donc la première conclusion et synthèse sur la première division de la communauté monastique. Donc c'est le point 5 sur la diapo. Et là, on va notamment voir l'opinion de la majorité des chercheurs. Là, on a présenté les travaux de l'expert japonais Keisho Tsukamoto, la session d'avant. Et là, cette session, on vient de voir les travaux de la chercheuse coréenne Li Zhangji. Et dans ce point de conclusion et de synthèse, on va voir
le point de vue de la majorité des chercheurs, notamment dans la communauté des chercheurs japonais. Donc, dans la majorité, quels sont leurs points de vue à ces chercheurs? Donc, la première division de la communauté monastique bouddhiste disent qu'il y a beaucoup de raisons évoquées. Donc, comme on a évoqué, les 10 points inacceptables ou les 5 points de vue erronés, etc. Et cette division originelle, donc, elle a différentes causes qui se sont, on va dire, amplifiées avec le temps. Donc, ce sont, on va dire, des oppositions de points de vue ou de comportement qui ont duré un certain temps. Et au bout d'un moment, ça a mené la persistance de ces différences de points de vue, de conduite, a amené à cette division première de la communauté des moines bouddhistes. Et notamment, dans cette première division en 2 parties principales, la plupart des chercheurs utilisent cette terminologie en disant qu'il y a d'un côté les détenteurs du Vinaya et l'autre côté les détenteurs de l'Abhidharma. Donc on peut utiliser cette terminologie. Donc par exemple concernant l'alcool. Donc ceux qui sont du côté du Vinaya, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que l'alcool est fondamentalement mauvais. Alors que les tenants de l'Abhidharma disent non, l'alcool n'est pas fondamentalement mauvais. C'est décrit mauvais ou décrété mauvais par rapport à la conduite monastique. Donc ça, c'est un des différents points de vue, mais donc il y en a d'autres, différents autres concernant... donc d'un côté ceux qui mettent l'accent sur le Vinaya, d'autres qui mettent l'accent sur l'Abhidharma, et donc de ces 2 parties avec des points de vue différents, ces différences de points de vue s'accentuant, cela a amené à ces divisions. Alors ensuite, détaillons un peu ces divisions. Donc, par exemple, si on regarde les comptes rendus ou les rapports qu'il y a dans le 2e conseil, le conseil qu'on appelle des 700 ou le conseil de Vaisali, dans la corbeille du Vinaya, on ne mentionne pas la division originelle en école, la première division en école. Mais ce qui est mentionné, c'est les principales causes qui ont mené à cette division. Donc il y a d'un côté les moines qui étaient, on dit, ceux qui défendaient le Vinaya, qui avaient une attitude conservatrice et méticuleuse qui éprouvaient la nécessité de préserver le Vinaya de façon stricte, de ne pas accepter des changements concernant le Vinaya, que le Vinaya devait être coûte que coûte préservé tel qu'il était à l'origine, peu importe l'époque ou les circonstances d'environnement. Et ainsi, par rapport à par rapport au Vinaya, certains pensaient que, donc par rapport aux 10 points qu'on avait évoqués, donc certains disaient que ces 10 points étaient inacceptables, qu'on ne pouvait pas apporter d'assouplissement sur ces 10 points, alors que
ceux qui étaient défendeurs ou qui supportaient l'Abhidharma, le groupe de l'Abhidharma, ils étaient plus tolérants par rapport aux vues qui étaient plutôt portées sur l'Abhidharma. Ils étaient, on va dire, plus progressistes et acceptaient volontiers l'idée que le Vinaya devait être assoupli, adapté par rapport au temps et aux conditions de l'environnement. Parce que ils avaient notamment le souci, pour eux, le souci, c'était le dharma qui est important. C'est pour ça qu'on dit les défendeurs de l'abhidharma. Donc, par rapport même si le vinaya est important, le point le plus important, c'était les vues du dharma, c'était les enseignements. Et donc, ne pas être simplement borné de façon stricte aux règles du vinaya, avoir une conduite un peu extrémiste. Enfin, comment pas dire extrémiste, mais un peu trop sévère. Une conduite sévère qui ne se pose pas de questions. Pour eux, ce qui était plus important, c'était de préserver les idées du dharma, de l'abhidharma, quitte à assouplir les règles du vinaya. Et donc, pour eux, ces 10 points inacceptables, dans certaines conditions, étaient acceptables. Et donc, voilà comment apparu cette division entre ces deux groupes. Donc, on appelle d'un côté ceux qui supportent le Vinaya et l'autre ceux qui supportent l'Abhidharma ou d'une façon plus générale le Dharma. Et là également, par rapport à ces 5 points, il y a également des points de vue différents. Donc là également, donc on retrouve des différents points de vue similaires, mais là, la différence principale, c'est que lorsqu'on parle des 10 points inacceptables, ces 10 points, elles portent sur la discipline monastique. Alors que sur les 5 points de vue erronés, eux, portent sur l'opinion. Ce n'est pas la conduite monastique, c'est l'opinion. Notamment l'opinion principale qui porte sur les arhats, l'état de réalisation ultime pour un moine. Donc, dans ces 5 points-là, on remet en cause le fait que l'état d'Arat soit une réalisation ultime. Et donc, ces 5 points de vue erronés, c'est un sujet sensible, puisque ça porte vraiment sur la réalisation ultime de la communauté monastique. Le but ultime du fait de préserver les règles monastiques du Vinaya, donc le fait d'atteindre l'état d'Arat. Donc voilà, en résumé, dans ces 5 points de vue erronés, il y a d'un côté ceux qui disent que l'état d'Arat ne doit pas être considéré comme l'objectif le plus important, alors que d'un autre côté, si, et que par conséquent, on ne devait pas avoir de doute par rapport aux qualités de l'état d'Arat. Donc, en résumé, il y a donc d'un côté ceux qui défendent le Vinaya, ceux qu'on peut appeler aussi les anciens ou les anciens moines ou les seniors. Et d'un autre côté, il y a donc le développement d'une école qui a des vues plus larges, plus souples et qui sont plus donc dans le souci de comprendre le dharma. Donc vous avez compris, on parle donc des Mahasangika. Et donc là, donc on voit qu'il y a vraiment un contraste entre ces deux détenteurs, ceux qui sont accrochés au Vinaya et d'autres qui sont plus accrochés par rapport aux vues du Dharma, les Mahasangika. Et donc par conséquent, donc les Mahasangika qui apportent plus de soucis à une souplesse, à une profondeur de point de vue, par rapport à la rigueur des règles monastiques, eh bien, on commençait à critiquer ceux qui étaient vraiment plus attachés au Vinaya.
Et la critique était notamment venue par rapport à des arguments philosophiques. Et là, on peut voir que la racine de ces différences, elle remonte, puisque, comme on avait évoqué à un certain temps, Ananda, il avait cette qualité d'être très souple. Il était vraiment donc dans le courant d'adapter les enseignements du Bouddha par rapport au contexte de l'époque, de la géographie des lieux, des mœurs des gens, etc. Alors que Mahakasyapa, lui, à l'exception de lorsqu'il était devenu âgé, donc à la fin, Mahakasyapa également avait cette idée, était en accord avec Ananda. Mais dans un premier temps, si on regarde la vie d'Ananda, avant d'être devenu bouddhiste, et donc il suivait un autre courant spirituel, et il avait donc dans un premier temps cette tendance à, on va dire, privilégier les rites, une certaine conduite. Donc le fait d'avoir certaines pratiques, il était, voilà, pour dire un peu clairement, Mahakasyapa, il était soucieux de par son histoire d'avoir suivi un autre courant spirituel, donc sur l'entraînement des qualités, tous les pratiques, donc un peu en accord du Vinaya, de bien suivre les règles, les pratiques de vertueuses, etc. Dans un premier temps, Mahakasyapa, donc il avait ce souci des règles, l'importance de bien suivre les règles, alors que Ananda, d'entrée de jeu, avait, on va dire, plus d'ouverture d'esprit, plus de liberté par rapport justement à ces règles. Mais en fait, dans un premier temps, les deux, de façon authentique, avaient le souci de préserver les enseignements du Bouddha. La question était donc au niveau de le point de vue sur comment préserver ces enseignements. Et on peut voir que ces différences d'opinion qu'il y avait dès l'origine entre Mahakasyapa et Ananda, qui étaient disciples directs du Bouddha, eh bien, ça s'est amplifié ou développé, et c'est ce que on observe un peu dans les grandes lignes, les différents points de vue qu'il y a entre les Sarvastivada et les Mahasandika. Et donc les Mahasandika, comme on a évoqué, donc ils sont plus, on va dire, on va les qualifier comme étant le groupe qui supporte l'Abhidharma, et les Sarvastivada, ceux qui supportent plus ou qui mettent l'accent plus sur le Vinaya. Donc, d'un côté, cette division en deux écoles, les Mahasandika d'un côté et puis les Sarvastivada de l'autre côté, c'est vraiment triste d'un côté. C'est que la communauté monastique créée par le Bouddha finit par se scinder en deux groupes. Donc d'un côté, c'est vraiment comme une perte. Mais d'un autre côté, s'il n'y avait pas eu cette division, on n'aurait pas eu les 18 écoles. Donc ces 18 écoles du bouddhisme fondamental, elles sont un peu à l'image de fleurs éparses qui s'épanouissent dans une prairie. Donc s'il n'y avait pas cette division, on n'aurait pas eu ces merveilleux différents 18 écoles. Non seulement cela, mais même le grand véhicule probablement n'aurait pas pu émerger. Et si le grand véhicule ne s'est pas démarqué ou développé par rapport à ces écoles fondamentales, il paraît difficile d'imaginer que le véhicule des mantras secrets également puisse se développer. Donc d'un côté, c'est vraiment triste, c'est vraiment une mauvaise chose que la communauté monastique s'est divisée ainsi. Mais d'un autre côté, cette division, elle a apporté une richesse.
Et donc, de ce deuxième point de vue, cette division en deux parties, on peut presque voir comme étant un aboutissement sublime de la communauté monastique du Bouddha. Ensuite, quel est le sujet? Donc, on va parler des détenteurs ou les héritiers des enseignements du Bouddha après le parinirvana du Bouddha. Donc ce sujet, on avait déjà évoqué dans les années passées, une année passée. Donc on a évoqué ce qu'on appelle les héritiers des enseignements du Bouddha. Donc comme le sujet avait été abordé, je pense qu'il serait bien là de développer ce sujet. Alors tout d'abord, donc, pour parler de ceux qui ont succédé au Bouddha, commençons par l'époque où le Bouddha est vivant. De son vivant, le Bouddha Shakyamuni était de façon incontestable le leader. C'est lui qui dirigeait la communauté monastique. Donc il n'y a pas besoin de dire qu'il était sans égal. Ceci dit, vers la fin de sa vie, il a confié la gestion de la communauté monastique à Shariputra et Moggallana. Ceci dit, Shariputra et Moggallana géraient la Sangha simplement en tant que principaux disciples du Bouddha. Shakyamuni, ils n'apparaissaient en aucun cas comme étant les leaders, comme ayant pris le leadership. Donc ceci dit, Devadatta a tenté un moment de se substituer à Shariputra et à Moggallana pour gérer la Sangha. Mais ça, le Bouddha Shakyamuni l'a sévèrement réprimandé, si bien que Devadatta est devenu très en colère, extrêmement jaloux, et il a tenté de créer la division dans la communauté monastique. Donc il a essayé par plein de moyens différents de créer la division de la communauté monastique, notamment en créant sa propre communauté. Mais il n'avait pas le pouvoir, il ne pouvait égaler les qualités du Bouddha. Il a essayé de créer cette division, mais le fait que le Bouddha Shakyamuni soit considéré comme le roi du Dharma était incontestable. Mais ensuite, après le parinirvana du Bouddha, qui a pris la charge de transmettre l'héritage des enseignements du Bouddha, de son activité? Eh bien là, donc après le parinirvana du Bouddha, il y a différents récits. Principalement, les récits de la transmission du Nord, les récits de la transmission tibétaine et les récits de la transmission du Sud. D'une façon générale, généralement, les récits de la tradition du Nord, dans les grandes lignes, coïncident avec les transmissions tibétaines. Mais ensuite, dans le détail, on voit des différences. Notamment, donc c'est venu de la façon dont la lignée s'est transmise de l'Inde au Tibet, et de ce fait, donc on distingue trois récits ou transmissions différentes dans la description. La tradition du Nord, tradition tibétaine, tradition du Sud.
Tout d'abord, parlons de la transmission du Nord. Vous allez voir. D'abord, sur la diapo, on peut lire les récits des héritiers des enseignements du Bouddha. Ça bouge vite. Donc, le point 1, 2, 3 sont donc 3 références concernant ces récits de transmission. Donc, il y a 3 références. Tout d'abord, la première référence, c'est les chroniques de la transmission du Dharma. Le point 1 des 3 points. Donc, les chroniques de la transmission du Bouddha, c'est un texte. Donc, c'est traduit par Yen Wei. Donc, en bref, donc ces chroniques pour traduire du chinois de façon un peu pratique, on va dire que ce texte s'appelle les chroniques des transmissions du Dharma. Donc après le parinirvana du Bouddha, comment son héritage ou son leadership a été transmis. Alors de nos jours, dans les démocraties, donc il y a cette tradition de d'élire. Mais à l'époque après le parinirvana du Bouddha, son principal héritier n'a pas été désigné par élection. Mais ça s'est fait en fait suivant ce qu'on appelle la transmission des trésors du Dharma, où c'était le prédécesseur qui va désigner son successeur. Donc c'est un peu donc comme un héritier qui va transmettre son autorité, sa responsabilité pour protéger les enseignements du Bouddha à son disciple proche. Alors donc dans ces récits, ces chroniques de transmission du Dharma en chinois, le texte clairement désigne 24 héritiers successivement, 24 maîtres qui se succèdent pour préserver l'héritage des enseignements du Bouddha. Donc, je vais montrer un tableau, juste parler comme ça avec les noms, c'est pas pratique. Alors, donc, vous voyez 2 colonnes, mais on s'intéresse qu'à la première colonne. Donc, ne vous intéressez pas à la deuxième colonne. Donc ici, le premier, donc il n'y a pas besoin de citer le Bouddha. Le premier, c'est Mahakassapa, ensuite c'est Ananda, ensuite Shanagötien en tibétain, Nyelbe, ensuite 5e Dikika, 6e Big. Donc ça continue, 6e Bibaka, 7e Buddha Mitra, 8e. Donc il y en a beaucoup à la suite. Ça va jusqu'à il a 15 avec Rahula. Donc il y a 14e Aryadewa, 15e Rahula. Il y en a beaucoup jusqu'à 24. Donc habituellement dans la tradition tibétaine, donc on cite dans les 7 premiers, on retrouve en grande partie. Mais ensuite, dans le signe, on retrouve certains noms comme
notamment Nagarjuna. Donc dans les 24, le dernier c'est le moine Singha. Le 24e c'est Singha. Singha, c'est comme le lion, le moine. Donc Singha c'est le lion. Donc c'est le moine lion qui est le dernier, donc le 24e succès. Dernier 20... Et ensuite, donc on dit que après, à l'époque du roi Mirakula, au nord du Cachemire, dans la région nord, donc c'était devenu une région hostile au bouddhisme à l'époque de ce roi, qu'il a détruit la Sangha et que ce moine Singha a été tué et que donc la lignée de transmission a cessé de cette façon. Ceci dit, beaucoup de chercheurs de nos jours disent que cette liste de 24 maîtres qui se succèdent génération après génération, eh bien, elle ne correspond pas à la réalité historique. Et donc il y a principalement 3 raisons qu'ils évoquent. La première raison, c'est que dans ces chroniques de transmission traduites en chinois, même si on attribue tout d'abord à une traduction conduite par Jie, un détenteur des 3 corbeilles à l'époque de la dynastie Wei du nord, ensuite il y a eu Tanyao ainsi que Zhen Yaye. Donc c'était un travail collectif pour faire ce travail. En fait, le point principal, c'est que lorsqu'on dit que c'est un travail collectif, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas simplement une traduction fidèle d'un texte. En fait, il s'agit d'un travail de compilation. Et donc ce n'est pas juste un travail, c'est chronique des transmissions du Dharma en 6 volumes. Ce n'est pas simplement donc le fait de prendre un texte de référence en indien et puis le traduire fidèlement en sanskrit. En fait, c'est chronique des transmissions du Dharma qui donc mettent en œuvre une équipe de traduction et en fait un travail de compilation où il y a eu une sélection de textes, un travail d'édition de différentes sources. Et par conséquent, des récits qui viennent de différentes écoles, des récits parallèles, etc. Et ils ont donc, au travers de ce travail de compilation, eu le souci de créer une œuvre narrative qui soit cohérente. Ensuite, donc, il y a la deuxième raison pour laquelle cette liste des 24 héritiers ne peut pas correspondre à une réalité historique, c'est que, comme on l'a évoqué, à peu près une centaine d'années après le parinirvana du Bouddha, apparaît cette division de la communauté monastique, la première division de la communauté monastique. Et à partir du moment où cette division en école se produit, apparaît donc la période du bouddhisme d'école, il est difficile d'imaginer qu'à cette époque-là, il y a un héritier qui est unanimement reconnu. Bon, donc ça paraît logique, il y a une division en 2 écoles. Si les 2 en fait acceptaient un même héritier, un même leader commun, cette division ne se serait pas produite. Les 2 en fait adhéraient fondamentalement à cet unique leader. Donc il paraît compliqué de concevoir qu'il y ait eu
un héritier, un leader unique après la division en écoles. Troisième argument, c'est que dans ces listes, on retrouve notamment dans la fin de la liste des maîtres du Mahayana comme Ashwagosha, Nagarjuna, et par conséquent, donc que ces noms se retrouvent dans la lignée de transmission du véhicule fondamental. Donc ça paraît bizarre parce que ces écoles fondamentales, on ne pense pas qu'ils vont accepter ces maîtres du grand véhicule. Donc c'est un peu comme essayer de vouloir insérer un rond dans un carré. Et donc pour ces raisons, il est probable que cette liste des 24 héritiers en partie ne colle pas à la réalité historique. Mais néanmoins, donc si cette liste a été établie ainsi, en fait on peut le comprendre la légitimité. C'est une façon également de rendre légitime la lignée Sarvastivada ou la lignée Mahayana. Bon, peut-être qu'on va rester là pour aujourd'hui.